Alors, bonjour, donc je suis très heureux ici et je crois que je fais le lien entre le congrès qui s'est déroulé à Pondichéry il y a une semaine et puis celui-ci. Donc vous avez le bonjour des gens qui sont sous le soleil et parfois la chaleur aussi. Alors, je vais vous parler de mathématiques et de mathématiques récréatives. Mais vous allez voir qu'il y a des choses tout à fait sérieuses et même une série de problèmes que je vais mentionner en passant, qui sont en fait irrésolus sur des questions qui apparemment paraissent simples. Alors, le thème de l'exposé, c'est les automates cellulaires, et on va particulièrement s'intéresser à un automate cellulaire, celui du jeu de la vie, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler. Alors, ces automates cellulaires ont été inventés il y a déjà une cinquantaine d'années, 60 ans plutôt, alors, il y a une certaine incertitude de savoir qui les a vraiment inventés, mais enfin, le premier qui ait travaillé sur les automates cellulaires pour en faire quelque chose, on va dire, de sérieux, et pour démontrer des choses non triviales avec l'automate cellulaire, c'est John von Neumann. Alors, John von Neumann, c'est un personnage très important de la science du XXe siècle. Il a à la fois contribué au développement de l'informatique, il a proposé un modèle pour les machines informatiques, il a fait des mathématiques en logique mathématique. Il y a des objets qu'on appelle les ordinaux de von Neumann. Il a fait de la physique quantique aussi, donc c'est vraiment un très grand personnage. Et il s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'une structure finie qui n'évoluerait que par des règles déterministes pourrait se répliquer, comme les êtres vivants se répliquent? Donc c'est le problème de l'autoréplication. Et il s'est posé la question parce que ça avait une sorte d'intérêt théorique pour la biologie, de savoir est-ce qu'il faut qu'il y ait de la magie dans la vie, est-ce qu'il faut qu'il y ait une force particulière, l'élan vital ou autre chose, qui anime les êtres vivants, ou est-ce que la capacité à s'auto-reproduire peut être quelque chose qui est purement mécanique et engendré par quelques règles limitées. Et donc il a construit, c'est un gros travail, ce qu'on appelle un automate autoreproducteur, et qui prouve que dans un univers parfaitement déterministe, donc où tout est réglé, il n'y a pas de hasard, et tout est réglé par des règles simples, où tout est fini, eh bien il peut exister des structures autoreproductrices. Alors je ne vais pas vous le montrer, on va faire des choses plus simples. Le deuxième personnage important de l'histoire des sciences qui a étudié les automates cellulaires et qui leur a donné de l'importance, c'est Konrad Zuse. Konrad Zuse, c'est l'un des inventeurs de l'ordinateur. Il est difficile de mettre un nom précis sur qui a inventé l'ordinateur électronique, mais Konrad Zuse est l'un de ceux qui ont participé à son invention. Et lui a attribué de l'importance aux automates cellulaires, que je vais décrire dans quelques secondes, pour modéliser la physique. Il s'est dit, il se peut qu'en descendant à un niveau assez fin, donc en allant vers l'infiniment petit, on tombe sur finalement des règles très très simples. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à trouver ces règles très très simples, mais il a évoqué cette possibilité, et pour l'évoquer et lui donner un sens précis, il a étudié les automates cellulaires. Et puis, le personnage qui va être le plus important ici dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est John Conway. John Conway, c'est un mathématicien du plus haut niveau. C'est vraiment un mathématicien extraordinaire qui a fait preuve d'une inventivité plutôt, tout à fait exceptionnelle. Et en particulier, il a inventé des choses qui étaient inattendues et simples. C'est ça, sa plus grande qualité, c'est d'avoir introduit des idées qui sont à la fois simples et puis, en général, très fécondes. Et le jeu de la vie, c'est vraiment l'exemple même de ces choses simples et extraordinaires. Je vais vous en convaincre, j'en doute pas une seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que les automates cellulaires? Alors, les automates cellulaires, eh bien, c'est les plus petites machines qu'on peut imaginer. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Alors, soyons un peu plus précis. Ce sont des machines qui possèdent une mémoire finie. Elles peuvent se souvenir, par exemple, de 1, de 2 ou de 3, puis rien d'autre. Et puis, elles évoluent, elles font une sorte de calcul, et leur calcul, il est très limité. La capacité de calcul qu'elles ont, c'est juste de regarder ce qui se passe autour d'elles. Donc, elles sont disposées sur un plan, donc sur les quadrillages, sur les cases d'un quadrillage, qu'on imagine infini, hein, on ne va pas mégoter. Donc on imagine qu'il est infini, on dépose ces petites machines dans les cases, et puis la petite machine, elle va se trouver dans l'état 1, par exemple, et puis elle va regarder ce qu'il y a autour d'elle, et puis ça va la faire. Il y a une règle qui va déterminer dans quel état elle passe. Donc c'est tout ce qu'elle sait faire.
Si elle a 3 voisins, par exemple, qui sont autour d'elle d'une certaine sorte, elle va passer de l'état 1 à l'état 2, etc. Donc elle est déterminée par un certain nombre de règles comme ça. Donc le temps est discret, donc on va déposer des cellules sur le quadrillage, et ça va former un dessin, et le dessin va évoluer en fonction de ces règles très simples que constituent les automates cellulaires. Pour ne pas parler dans le vide, je vais tout de suite définir le jeu de la vie de Conway. Donc on l'appelle jeu de la vie parce que ça engendre des formes, des configurations qui semblent vivantes, vous allez le voir dans quelques minutes. Et puis aussi parce que les règles qui ont présidé à la définition du jeu de la vie, elles sont effectivement conformes ou elles ressemblent un petit peu à des choses qu'on voit dans le monde vivant. Et alors, voilà les règles, elles tiennent en quelques mots, c'est écrit en bleu. Donc il va y avoir des cellules qui peuvent être dans 2 états, mortes ou vivantes. Donc là, c'est même pas une mémoire à 3 éléments, c'est une mémoire à 2 éléments. La cellule, elle est vivante ou elle est morte. L'automate, là, le petit calculateur dont je parlais tout à l'heure, il est dans l'état mort ou dans l'état vivant. Si il est dans l'état mort, donc s'il n'y a rien dans la case en question, enfin, c'est comme ça qu'on va parler, à ce moment-là, il y aura une naissance si dans les cases qui sont autour, il y a 3 cellules vivantes. Et puis, si elle est vivante, la cellule va survivre s'il y a 2 ou 3 cellules vivantes. Alors, je vais vous montrer sur un exemple, ça sera plus simple encore. Donc voilà, on a dessiné un petit dessin. Là, il y a 5 cellules, donc sur le quadrillage, qui sont vivantes. Je les représente par des cellules noires. Et toutes les autres sont mortes. Il n'y a rien. L'espace est vide tout autour. Et on prend par exemple cette cellule et on s'interroge savoir si elle va survivre. Est-ce qu'elle va survivre? Alors la règle, c'est naissance si 3, survie si 2 ou 3. Combien parmi ces 8 voisins y a-t-il de cellules qui sont vivantes? Il n'y en a qu'une, il y a celle-ci. Donc si je considère cette cellule-là, j'espère que vous voyez bien la petite main, parmi les 8 cases qui sont autour, il n'y en a qu'une qui est vivante, donc il n'y a pas survie. Et du coup, à la génération suivante, la case deviendra vide, il y aura l'automate se sera éteint, il sera passé dans l'état mort. Alors je prends un autre exemple, je prends cette case-là. Alors cette case-là, on examine les 8 voisins. Alors vous comptez avec moi, 1, 2, 3. Il y a 3 voisins qui sont vivants, donc il va y avoir une naissance, ici, c'est cette cellule-là. Et puis, je donne encore un dernier exemple. Si je prends une cellule qui est vivante, cette fois-ci, il y a survie si 2 ou 3. Celle-ci, il y a 3 cellules qui sont vivantes au tout, donc elle survit. Et puis, vous pouvez vérifier chacune des cases de mon dessin. Quand on part de ce dessin-là, on va parler de la génération 0. On arrive en une génération, enfin en une étape de calcul, à cette génération, la génération 1. D'accord? Et puis, ce calcul, une fois qu'on a fait la génération 0, donc on choisit nous-mêmes la génération 0, ça engendre la génération 1, et puis on peut le poursuivre. Et par exemple, si on le poursuit, ça fait ça. Donc ça c'est la génération 1, ça c'est la génération 2, ça c'est la génération 3, ça c'est la génération 4, et que ça continue. Je vais en reparler. Cette configuration-là n'est pas tout à fait quelconque, je ne l'ai pas choisie au hasard. C'est ce qu'on appelle le glisseur ou le planeur. Alors, là, vous avez une configuration, mais je la commenterai tout juste à la fin, mais comme elle apparaît, j'en dis 2 mots. C'est une configuration qui, de manière indirecte, va calculer le nombre pi. Mais on verra ça plus tard. On commence par les configurations les plus simples. Alors, j'ai dessiné n'importe quoi, là. Il y a 25 cellules, et on ne va pas nous-mêmes à chaque fois compter 1, 2, 3, etc., pour savoir s'il y a une naissance ou s'il y a une survie. On confie le travail à l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va faire le calcul. Alors, au bout d'une génération, ça fait ça. 2 générations. Bon, puis je le fais aller plus vite. Hein. Donc là, on est à la génération 20. Vous voyez, c'est indiqué ici. Voilà. C'est devenu symétrique. Ah, alors là, si on réfléchit 2 secondes, quand une situation est devenue symétrique, il y a même 2 axes de symétrie, même 4 en fait. Quand une situation est devenue symétrique, comme les règles du jeu sont symétriques, elles ne favorisent aucune direction, eh bien toutes les générations suivantes vont rester symétriques. Donc ici, on a une situation qui est devenue symétrique, toutes les générations suivantes vont devenir symétriques, et en fait, il n'y en a pas d'autres parce que cette configuration ici est stable, c'est-à-dire qu'elle
elle est égale à ce qu'elle donne elle-même. Alors, on va le vérifier, un dernier petit calcul, pour voir si on a bien compris les règles. Pour qu'elle soit stable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que toutes les cellules mortes restent mortes et il faut que toutes les cellules vivantes restent vivantes. Alors, si je prends par exemple cette cellule-là, c'est une cellule morte, elle a 2 voisins vivants, donc elle reste morte. Celle-ci, elle est vivante, elle a 2 voisins vivants, comme il y a survie ici 2 ou 3, je vous rappelle la règle du jeu, donc elle survit. Celle-ci, elle est morte, elle a combien de voisins vivants? 5. Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est trop. Donc il n'y a pas de naissance à cet endroit-là. Ici, c'est la même chose, il y en a 5. Je les ai presque toutes considérées aux symétries près. Donc, je ne me suis pas trompé. Non, il y en a bien 5, c'est bien ça. Donc, la configuration reste stable. Bon, alors, ce n'est pas très intéressant, une fois qu'on arrive là. Je prends un exemple avec un peu plus de cellules, mis au hasard. Pour l'instant, je les mets au hasard. Après, on va voir des constructions. Je m'éloigne un petit peu et je fais fonctionner. Alors, ça fonctionne. Ça ressemble un peu à, je sais pas, à des bactéries sur une soupe qui se développerait. Donc, ça s'agite. Vous allez voir, le comportement général, quand on fait les choses au hasard, c'est celui-ci. Ça vit pendant un certain temps, une sorte ça brûle en quelque sorte, on pourrait dire. Et puis, au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Alors là, ça ne veut pas s'arrêter, je vais le faire aller plus vite. Donc ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça s'arrête. Et alors ici, c'est encore un exemple particulier, tout disparaît. Donc c'est ce qu'on appelle parfois une configuration évanouissante. Et l'un des sujets que les gens de Pondichéry ont traité, c'était d'étudier les configurations évanouissantes. Alors ça, c'en était une, voilà, celle-ci. Alors, on en met encore plus, un peu plus, et il va se passer un phénomène intéressant, vous allez voir. Alors, il ne faut pas que ça aille trop vite quand même. Bon, alors j'accélère un petit peu, et je recule un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà, donc ça brûle, ça brûle, ça brûle. Toujours les mêmes règles. Hein. Toute la suite de l'exposé va se faire avec les mêmes règles. J'ai manqué quelque chose, non? Alors, c'était pas celle-ci. Celle-ci, si, ça va illustrer quelque chose. Toutes les configurations ne sont pas évanouissantes. Et il y en a qui arrivent dans des états un peu plus compliqués que les états stables. C'est ce qui se passe ici. C'est des états où il y a des choses stables, comme ça. Ça s'appelle des cendres, on appelle ça parfois. Et puis des choses qui clignotent. Vous voyez, ici, ça clignote. Je vais grossir. Quand il y a 3 cases verticales, la génération suivante, c'est 3 cases horizontales, et la génération suivante, c'est 3 cases verticales. Donc ça s'appelle le clignotant, ce truc-là. Alors, c'est celui-ci auquel je pensais, qui va faire apparaître un phénomène intéressant. Alors, on y va. Et il y a quelque chose qui s'échappe ici, je l'ai arrêté pour qu'on voit bien. C'est le glisseur. C'est le glisseur de tout à l'heure. C'est la configuration que j'ai expliquée tout à l'heure et qui a la propriété suivante. Peut-être que vous l'aviez vu en regardant attentivement le dessin que j'avais montré. Elle se reproduit identique à elle-même au bout de 5 générations, mais décalée d'une case en diagonale. Et alors, quand on fait beaucoup de générations, ça fait un petit objet qui se déplace. Et alors, remarquez une chose, c'est qu'il est apparu spontanément à partir d'une configuration aléatoire. Et j'ai vraiment pas choisi quelque chose de particulier. Le glisseur apparaît spontanément. On le voit encore apparaître ici. Alors là, il y a combien de cellules? Il y a 15 000 cellules. Alors, heureusement qu'on ne fait pas les calculs à la main. On va faire fonctionner ça. Alors, on va prendre un peu de recul. Il y a déjà un glisseur qui est créé. Il y en a 4 qui sont déjà créés. J'accélère, 5, 6, 7, 8. Et puis, ça se calme. Donc, il y a les glisseurs qui continuent à s'échapper, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis, au centre, le feu s'est éteint. Alors ça, c'est le comportement caractéristique d'une configuration choisie au hasard. Ça engendre des glisseurs qui s'échappent. Et puis, la partie centrale brûle et finit par se calmer. Et alors, il y a des gens qui ont étudié qu'est-ce qu'on trouve quand ça se calme. Ce qu'on trouve, je l'ai sauté ici,
Voilà, c'est ça, c'est des cendres. Et ils ont fait des statistiques, parce qu'en fait, finalement, le jeu de la vie, c'est une sorte de monde physique simplifié. Et donc, on peut étudier cette physique particulière. Et ils se sont aperçus que le clignotant que j'ai évoqué tout à l'heure, il apparaît dans les cendres, il représente à peu près un tiers des configurations qu'on trouve dans les cendres. 4 carrés côte à côte, ce qu'on voit ici, c'est stable. Si vous réfléchissez 2 secondes, vous verrez, c'est stable. Ça apparaît aussi dans à peu près dans 30% des cas. Cette configuration-là apparaît un petit peu moins souvent, une fois sur 5, celle-ci une fois sur 16, celle-ci une fois sur 18, etc. Et puis il y en a d'autres que je n'ai pas fait apparaître ici. Alors, il faut se poser la question, pourquoi le glisseur apparaît spontanément? Et on peut répondre, on va faire un tout petit raisonnement. Voilà. En fait, des configurations de 5 cellules qui vont être des glisseurs, il y en a 16. Je les ai dessinées ici. Il y en a 4 qui partent vers le nord-ouest, 4 qui partent vers le nord-est, sud-ouest, sud-est, voilà, ça en fait. Pourquoi 4? Parce que chaque glisseur a 4 positions différentes, et il y a 4 directions, ça fait 16. Donc il y a 16 configurations qui, spontanément, créent un glisseur qui ensuite va se déplacer, une fois qu'il est créé, sauf s'il rencontre un obstacle, il va continuer à survivre. Et la question, c'est est-ce que c'est probable, ça, quand on crée une situation au hasard? Ben, la réponse, c'est oui, c'est assez probable, parce que les configurations que je considère ici, elles sont contenues dans un carré 3 x 3. Donc il y a 9 cellules. Et puis là, on fait un tout petit calcul de dénombrement, il y a 9 cellules. Si je considère toutes les possibilités de remplir 9 cellules par des cases blanches ou noires, ça en fait... Alors, ceux qui sont très adroits en combinatoire le savent tout de suite, ça fait 2 puissance 9. 2 puissance 9, c'est 512. Donc si vous vous amusez à dessiner toutes les façons possibles de remplir un carré 3 x 3 par des cases blanches ou noires, vous en trouverez 512. Et sur les 512, il y en a 16 qui engendrent des glisseurs. Ben, ce n'est pas du tout négligeable. Ça représente, alors je ne calcule pas très bien de tête, je ne sais pas, 2%, je crois, à peu près. Donc bah, c'est normal qu'en dessinant des grandes configurations au hasard, il y ait des glisseurs qui apparaissent spontanément. Alors, regardons, là, un petit peu pour le plaisir, hein, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous avez l'habitude, vous pouvez le deviner, mais sinon, vous ne pouvez pas deviner. Les glisseurs s'approchent les uns des autres, et puis ils interagissent d'une manière très propre, destructive. Donc ils vont tous se tuer les uns les autres. Voilà, c'est une configuration évanouissante. Alors, les gens qui étudient le jeu de la vie, alors le jeu de la vie, il est né en 1970 ou 71, donc il y a 40 ans. Et il s'est passé quelque chose de tout à fait fantastique à propos du jeu de la vie, c'est que depuis 40 ans, on découvre des choses nouvelles concernant le jeu de la vie. Et récemment, l'année dernière, il y a quelqu'un qui a construit une configuration que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est vraiment trop grosse, qui calcule les décimales de pi, qui calcule les décimales du nombre pi et qui les écrit. Alors celle-là, elle est colossale. Je vous en montrerai une autre tout à l'heure, et je veux terminer mon exposé absolument par ça. Je vous montrerai une configuration qui calcule les nombres premiers. C'est déjà pas mal. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je dépasserai mon temps, mais je le montrerai. Alors, justement, donc les gens qui étudient le jeu de la vie, une des premières choses qu'ils ont fait, parce qu'il faut maîtriser les choses, il faut comprendre, il ne faut pas faire des configurations au hasard, ce qu'ils ont fait, c'est étudier, par exemple, toutes les collisions possibles entre glisseurs. Alors ici, j'en ai mis quelques-unes, hein, il y en a d'autres. Donc quand on prend 2 glisseurs et qu'on les fait aller l'un vers l'autre, il peut se produire plusieurs choses. Alors ici, j'ai gardé 4 cas, mais il y en a d'autres. Hein. Les 2 glisseurs peuvent se rencontrer. Vous allez le voir dans 2 secondes. Alors, je vais zoomer dessus, c'est ici. Et ils vont créer un autre glisseur. Alors, je le fais fonctionner pour qu'on voit. Alors, vous voyez, ils vont par 2. Hein. Ils se rencontrent. Et puis, ça y est, il y a déjà un autre glisseur qui est créé. Ça y est. Donc, quand ils se rencontrent, ils créent un autre glisseur. Je recommence, on va voir de plus près. Voilà. Ici, alors ça, c'est la configuration. C'est pour créer des configurations évanouissantes ou pour faire un peu du nettoyage. Toutes les paires de glisseurs qui sont représentées ici, dans cette ligne-là et dans celle-ci, quand elles se rencontrent, eh ben, elles s'annihilent. Alors c'est plus ou moins long, mais à chaque fois, elles s'annihilent. La collision, ça crée l'annihilation. Ici, ça va créer des blocs. Les blocs, c'est les paquets de 4 carrés. Et ici, ça va créer des clignotants. Alors je vous montre ça. Voilà.
Alors là, c'est des clignotants, on ne voit pas trop bien le clignotant, il faut s'approcher. Voilà, c'est des clignotants qui ont été créés. Donc voilà, puis on étudie ça, et il faut bien connaître ces choses-là. Il y a une question très naturelle qui se pose, et qui s'est posée dès les années 70, c'est est-ce qu'il existe une configuration qui n'a pas de parents? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous créez un dessin, vous appliquez les règles une fois, ça fait un autre dessin. Bon, on peut considérer, on peut employer ce mot-là, on peut dire c'est son fils, ou c'est sa fille, cette nouvelle configuration, c'est la fille de la première configuration. Et alors, tous les mathématiciens se posent des questions comme ça. Est-ce que toute configuration a un parent? Est-ce qu'il y a un antécédent à toute configuration? Et alors la réponse, c'est non. Il faut faire un raisonnement. Là, c'est pas l'histoire de faire des essais et des erreurs. Il faut faire un raisonnement. Le raisonnement, il a été fait dans les années 70, au début des années 70. C'est une question qu'on a résolue assez rapidement. Et la réponse, c'est oui, il en existe des configurations qui n'ont pas d'antécédent. On appelle ça des jardins d'Éden. Vous comprendrez pourquoi. En voici une. Il y en a une plus simple qui existe, qui a été trouvée il y a quelques années, mais c'est celle-ci la première qui a été trouvée. Et je vais évoquer un problème irrésolu. J'ai dit que j'allais évoquer un certain nombre de problèmes irrésolus. C'est pour vous montrer que même quand on a un univers qui est très simple, on ne peut pas dire que le jeu de la vie, ce soit compliqué. C'est survie si 2 ou 3, naissance si 3. Bon, c'est simple, c'est une règle mathématique simple qui détermine le comportement de systèmes de points dessinés sur un plan. On ne peut pas faire plus simple. Et bien voilà un problème irrésolu depuis 40 ans. C'est, existe-t-il une configuration qui possède un parent mais pas de grands-parents? Alors, si on réfléchit 2 secondes, on a l'impression, bah oui, il suffit de prendre le descendant du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, le descendant du jardin d'Éden, il a un parent, le jardin d'Éden. Puis il n'a pas de grands-parents. Ah, mais si on raisonne comme ça, on fait une erreur. Hein? Pourquoi on fait une erreur? Parce que si je prends le jardin d'Éden et que je considère son descendant, il a effectivement comme parent le jardin d'Éden, mais il a aussi d'autres parents. Et ces autres parents, ils ont peut-être des grands-parents, et quand on les a étudiés, on s'est aperçu que oui. Et du coup, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question, existe-t-il une configuration qui possède un parent et pas de grands-parents? Si vous avez du temps, vous réfléchissez bien à la question, il faut bien la comprendre, elle est un peu compliquée, et vous essayez de la résoudre. Ça peut vous occuper une partie des vacances prochaines. Alors, j'ai déjà montré des configurations qui sont stables. J'ai parlé du bloc, là c'est le paquet de 4. Il y a celui-ci qu'on a déjà rencontré. Tous ceux qui sont dessinés, ils sont stables. Alors c'est la génération 0. Si je calcule la génération 1, il ne se passe rien. Là j'en suis 6, 7. Bon. Donc ça c'est des configurations stables, on en connaît une infinité, on sait en faire plein. Et alors on va s'amuser à un petit jeu. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors bon, vous êtes un petit peu trop nombreux pour qu'on fasse ces choses vraiment de manière interactive, mais en général on me répond, je sais pas, ça va tout détruire, ça va mettre le feu, ou bon alors. En fait, il y a 2 possibilités. Donc, soit ça met le feu, soit, il y en a même une autre. Mais enfin bon, je simplifie. Il y a 2 possibilités essentiellement. Soit ça met le feu, et puis ça va donc laisser descendre après au bout. Soit c'est absorbé. Et ici, c'est la première possibilité qui va se produire. Ça arrive. Et il rencontre une configuration qui interagit et qui le détruit, mais qui se reconstitue elle-même. On parle d'une configuration absorbante. C'est un absorbeur de glisseur. Ceux qui disent que ça met le feu, ils n'ont pas tort, parce qu'il n'y a pas de grosse différence entre ces deux-là. Hein. Mais le glisseur n'est pas positionné au même endroit exactement. Et le seul fait de l'avoir positionné un petit peu décalé par rapport à mon exemple précédent, ça va tout changer. Il n'est pas absorbé et il met le désordre. Pour ne pas employer un autre mot. Il met le feu. Alors je le fais fonctionner un peu plus vite. Et puis il se passe le truc habituel. Il y a même des glisseurs qui sont générés. 1, 2, voilà. Donc il a vraiment mis le grand désordre. Hein. 3, 4. Ah, il y en a qui s'autodétruisent, qui sont générés à l'intérieur et qui cognent des obstacles qui les détruisent. Et puis là, ça s'arrête. Le truc habituel. Alors, des absorbeurs, en voilà d'autres. Là, il y en a 4.
Alors, regardez-les, c'est à chaque fois des configurations qui absorbent les glisseurs. Alors, les gens qui étudient le jeu de la vie, il faut qu'ils arrivent à maîtriser un peu ces choses-là. Autre type de configuration intéressante et élémentaire, et vous allez voir que là aussi, il y a des questions non résolues depuis 40 ans, c'est quand même étonnant. C'est les configurations oscillantes ou périodiques, on dit. Voilà, ça c'est une configuration stable, on l'a déjà rencontrée. Quand on calcule les générations, ben, il ne se passe rien, ça fait la même chose. Ça, c'est une configuration qui oscille. On dit, au bout de 2 étapes, on est revenu au point de départ. Celle qui est ici, c'est une configuration oscillante de période 3. Alors, on va s'approcher pour bien compter. Donc, celle qui est en haut, là. Au bout de 3 étapes, elle redevient identique à elle-même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord ? Celle qui est ici, c'est une configuration de période 4. Alors, celle qui est ici. Alors, il faut être bien attentif, bien regarder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Je montre encore celle-ci, c'est une configuration de période 5. Alors, on la regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous en montre d'autres. Je ne vais pas toutes les montrer. Donc, alors, c'est un tableau qui complète le précédent. Période 0, période 1 plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire fonctionner celle de période 10. Allez, on va regarder celle de période 10. Ça ressemble à un petit bonhomme. Alors c'est celle-ci, hein. Si je ne me suis pas trompé, c'est bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon. Et alors justement, voilà. Il y en a encore d'autres là, mais c'est celle-là qui m'intéresse. Alors, se pose une question, et les mathématiciens ne manquent jamais de se poser ces questions-là quand ils se trouvent dans des situations de ce genre-là. Est-ce qu'on peut faire des configurations de toute période? Alors, comme le jeu de la vie, c'est simple, bah, on va savoir résoudre le problème, on se dit. Eh bien non. Alors, malgré tout, les mathématiciens ont fait du bon travail puisqu'ils ont réussi à démontrer qu'au-delà de 54, je n'ai pas fait de dessin au-delà de 54, mais au-delà de 54, on a réussi à faire une construction qui est, on dit générique, qui fonctionne et donc qui crée des configurations pour tous les entiers plus grands que 54. Donc ça, c'est un théorème mathématique, on peut dire, un peu spécial, hein, de mathématiques ludiques, de mathématiques récréatives, mais c'est un théorème mathématique. Pour tous les entiers supérieurs à 54, il y a des configurations périodiques de période n. Pour tous ceux qui sont ici, quand c'est pas vide à côté, alors oui, je précise quelque chose, quand on fait des dessins comme ça, on aime bien pouvoir écrire quelque chose pour se repérer, et donc on utilise des configurations stables. Là, ici, il y a écrit 34 en configuration stable, donc ça va rester, si je le fais fonctionner, le 34 reste immobile. Donc il y a écrit les entiers, et puis à côté, il y a des configurations de période 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis 19, il n'y a rien. Il y a un trou pour 19. Ben, c'est parce qu'on ne connaît pas de configuration de période 19, et on n'a pas réussi à démontrer qu'il n'en existait pas. Donc là, il y a une sorte de mystère mathématique. Est-ce qu'on peut concevoir une configuration qui, au bout de 19 étapes, et pas avant, va redevenir identique à elle-même, ou est-ce qu'on peut démontrer qu'il ne peut pas en exister? Alors, ce que j'ai indiqué ici, alors il y a des endroits où il y a un petit quadrillage, là, c'est un peu bizarre. C'est parce que récemment, donc il y a 2 ans, on a démontré, quand j'ai pris ce tableau-là pour la première fois, c'était vide à la place de 31. Mais pour 31, il y a 2 ans, on a trouvé une configuration de période 31. Je ne l'ai pas recopiée ici sur ce tableau-là, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle existe. Pareil pour 37. Donc aujourd'hui, ce qui reste comme question ouverte, eh ben, ce sont tous ces entiers-là. Pour 19, 23, 38, 41, 43 et 53, on ne sait pas. Donc c'est pareil, si vous ne savez pas quoi faire cet été, vous cherchez des configurations de période 19. Si vous en trouvez une période 19, vous serez célèbre, parce que ça fait quand même longtemps qu'on cherche à les avoir. Donc voilà, hein, à propos d'un problème très simple. Alors, il y a une chose qui est intéressante et qu'on va rencontrer par la suite, c'est, on peut imaginer qu'on a une sorte de pouvoir infini et qu'on peut définir une configuration jusqu'à l'infini. Et alors, il y a une configuration qui est quand même très simple et très intéressante, c'est la configuration une ligne blanche, une ligne noire. Donc on imagine que le plan est configuré comme ça, jusqu'à l'infini, une ligne blanche, une ligne noire. Parce que c'est stable. Si je raye
Si je mets des lignes comme ça, c'est stable, c'est immédiat à voir. Si je suis une cellule noire, j'ai 2 voisins vivants, donc je reste vivant. Si je suis une cellule blanche, j'ai 6 voisins vivants, donc il n'y a pas de naissance. Voilà, donc ça reste stable. Alors, je n'ai pas pu dessiner jusqu'à l'infini, et donc on a fait ce qu'on appelle une petite dentelle autour pour que ça fasse une configuration stable. Voilà, donc c'est une configuration qui est stable, parce que j'ai mis une petite dentelle. On s'est aussi amusé à créer des configurations infinies comme ça qui soient périodiques. J'insiste pas, on va s'intéresser à un petit problème, celui-ci. Alors maintenant vous avez un peu l'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je précise un petit peu quand même. Là, ce sont des configurations stables, puisque ce sont des carrés de 4 x 4 qui sont côte à côte, mais juste d'une manière stable. Et puis il y a un glisseur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il pourrait être absorbé, mais ça, c'est quand même peu probable. On va faire aller un peu plus vite. Alors, il met le feu. Alors, une fois qu'il a mis le feu, il y a plusieurs hypothèses. Soit le feu va se calmer, et puis les 2 autres carrés vont rester tels quels. Et quand j'ai fait la configuration, je ne savais pas ce qui allait se passer. Soit, à un moment donné, l'animation qu'il y a sur le carré de gauche va déstabiliser le carré du milieu et ensuite peut-être le carré de droite. Alors c'est effectivement ce qui se passe, mais on peut dire que d'une certaine façon c'est imprévisible. C'est imprévisible par l'analyse mathématique, là, elle n'est pas capable de prévoir ça. La seule façon de savoir ce qui se passe, c'est de faire fonctionner. Et alors regardez, il y a un glisseur qui est né, et alors lui, voilà, alors à nouveau le même problème se poserait, mais là ce qui va se passer c'est que l'animation qu'il y a au centre, elle touche l'autre et ça brûle tout. Voilà, bon. C'était juste une petite énigme pour s'amuser. Alors ici, même chose, c'est pour le plaisir de voir des explosions. Donc j'ai dessiné un grand réseau stable, et puis j'ai mis un petit glisseur. Et alors il met le feu à tout, et tout se détruit, et il se passe le truc habituel. Comme je me suis arrangé pour qu'il touche exactement au milieu, ça fait une configuration qui est symétrique, et qui reste symétrique tout le temps. Hein. Et avec des tas de glisseurs. Bon. Alors, ça c'est une configuration qui s'annihile. Je vais en montrer une autre qui est intéressante. Vous avez entendu parler des fractales. Alors, je ne vais pas insister beaucoup parce que je veux arriver à mon histoire de nombre premier. Hein. Donc voilà, c'est une configuration qui est composée d'une seule ligne qui a 2 puissance 15. Alors 2 puissance 15, ça doit faire 32 millions. Non, 32 000 cellules. 2 puissance 10, c'est 1000, 2 puissance 15, c'est 30 000. Et donc, quand elle évolue, ça fait ça, ça crée des lignes qui se dupliquent, et ça fait une structure qui est fractale, et surtout, qui crée au bord des lignes. Les lignes petit à petit se raccourcissent, et ça crée une structure fractale. Je vais la faire aller plus vite pour qu'on voit bien ce que ça donne. Il faut une seconde pour que ça puisse calculer plus vite. Donc ça y est, ça va calculer vite maintenant. Sur ce logiciel qui s'appelle Gouli, qui est le meilleur logiciel qui existe pour faire fonctionner le jeu de la vie, il y a un accélérateur que je viens de mettre en marche là, pour qu'il calcule très vite, y compris des configurations très compliquées. Et donc ici, c'est ce qu'il est en train de faire. Et on obtient ce qu'on appelle le triangle de Sierpinski. C'est une variante, une version approchée du triangle de Sierpinski, mais si on prend une ligne encore plus grande, on obtient le triangle de Sierpinski avec plus de détails. Donc je passe là-dessus, c'était juste pour le plaisir de s'amuser. Je vous montre encore des configurations qui s'annihilent. Donc je reviens, il ne faut pas que ça aille trop vite, hein, non plus, sinon on ne voit plus rien. Alors voilà. Alors, c'est une configuration qui brûle et qui a la propriété de s'annihiler. Et qui s'annihile lentement. D'accord? Je vous en montre encore une autre. Qui est amusante. Alors, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Voilà. Hop, tout disparaît. Alors, celle-ci est particulièrement amusante, mais très brève. Voilà, c'est une configuration.
Je vais faire une génération. Alors soyez bien attentifs. Elle disparaît complètement en une génération. Voilà une série dont je vais plutôt montrer celle-ci. Donc ça, ce sont des sortes de mèches qui brûlent. Et alors, en examinant ce dessin et en regardant comment il fonctionne, vous pouvez écrire des messages, vous pouvez écrire votre nom ou écrire ce que vous voulez, et sous la forme d'une configuration qui va s'annihiler. Alors ici, il se passe quelque chose d'assez amusant, c'est que, on va le voir ici, c'est que quand la mèche arrive à un certain endroit, elle lance un glisseur, on le voit, qui va mettre le feu à l'autre bout de la mèche. Donc voilà, on peut s'amuser à faire une sorte de circuit, etc. Toujours pour s'amuser, un pan. Alors, le pan, il est stable, parce qu'il est composé de carrés qui sont suffisamment écartés les uns des autres. Mais évidemment, c'est pas drôle s'il est stable. Donc, il y a un petit glisseur qui a cogné et qui s'amuse à le détruire. Alors, passons à des choses plus sérieuses. Le glisseur, c'est un navire. On appelle ça un navire. C'est un navire diagonal. Mais ce n'est pas le seul, et on en a trouvé des tas d'autres. C'est-à-dire c'est des configurations qui se reproduisent identiques à elles-mêmes en se déplaçant. Donc là, vous en avez 5. Il y en a 4 qui se déplacent horizontalement vers la gauche, et une, le glisseur, qu'on reconnaît, qui se déplace vers la droite. Et ces configurations, je les fais fonctionner un peu plus vite, elles ne se déplacent pas à la même vitesse, ce qu'on voit puisque l'écart entre les configurations change. Les deux premières se déplacent à la même vitesse, elles restent côte à côte, mais les autres s'écartent, elles n'ont pas la même vitesse. Alors, ces histoires de navires, ça a donné lieu à des tas d'études, et on en a trouvé, on voit là une petite famille, il y en a un qui est bizarre là sur le côté, mais c'est un navire, tout ça ce sont des navires, qui avancent à des vitesses différentes, et un des objectifs des gens qui étudient le jeu de la vie, c'est de connaître le plus possible de navires, et surtout de vitesses différentes pour les navires. Il y en a des bien plus grands que ça, que je ne montre pas. Je fais quelques commentaires sur les plus simples. Donc le plus simple, c'est le glisseur, on l'a déjà vu. Donc voilà, les 4 états. Et puis ensuite, le plus simple, c'est celui-ci. C'est un navire horizontal, et qui a aussi 4 positions. Mais il se déplace soit verticalement, soit horizontalement. Et puis après, il y en a des un peu plus compliqués. Et puis, une sorte de petit résumé de ce qu'on connaît. Voilà, on en connaît qui avancent à la vitesse donc de une cellule verticalement, 0 cellule horizontalement, toutes les 2 générations. C'est ça que signifie cette notation-là. Ou alors, par exemple, 3 cellules horizontalement, 0 cellule verticalement, toutes les 6 générations. Donc voilà. Et puis, vous remarquez, sur le côté, sur la colonne de droite, il y a indiqué les dates. C'est les dates de découverte. Et je vous rappelle que le jeu de la vie, il est connu depuis 1970. Et donc, en fait, il a fallu beaucoup de temps. Donc, les premiers, évidemment, ont été connus dès 1970, les premiers navires. Mais il a fallu attendre plus de 15 ans pour connaître celui-ci, par exemple. Celui à plus de... Non, oui, c'est plus de 15 ans, ça fait 25 ans, je ne sais pas compter. Celui à pratiquement une vingtaine d'années. Et puis même celui-ci, c'est encore plus que ça. Il a fallu attendre 35 ans pour le connaître. Et puis, on en a encore trouvé l'année dernière. Et en particulier, on a résolu un problème qui était posé depuis 40 ans. Tous les navires que je vous ai montrés pour l'instant, ils se déplacent soit en diagonale, mais selon une bissectrice, hein, donc selon un angle de 45 degrés, soit horizontalement, soit verticalement. Et on n'en connaît aucun qui se déplace autrement, selon une diagonale, mais plus penchée, enfin selon une droite non horizontale, non verticale, qui ne soit pas penchée à 45 degrés. Et on se demandait, est-ce qu'il en existe ? Aucun raisonnement mathématique n'arrivait à établir qu'il n'en existe pas, et donc on pensait que oui. Et il y a quelqu'un, l'année dernière, qui a réussi à en construire une, mais elle est énorme, elle contient plusieurs dizaines de milliers de cellules, et pour la voir fonctionner, il faut vraiment beaucoup de patience. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire plus simple. Donc voilà une famille. Alors, on va s'amuser à nouveau. On va s'amuser, on va regarder les derniers navires qui ont été trouvés dans les années 2000. C'est des navires qu'on appelle les navires gris. Et vous allez voir l'intérêt qu'ils ont. Au milieu de ces navires gris, donc quand on rentre dans... bien, c'est les lignes blanches, lignes noires dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont stables. Et puis, comme tout à l'heure je l'avais fait,
il y a une dentelle qui est au-dessus. C'est pas moi qui les ai inventés, mais celui qui l'a inventé, il a créé une dentelle, et la dentelle qu'il a créée, eh bien, elle a pour propriété de le faire avancer. Et donc, c'est ce qu'on appelle un navire gris, c'est une sorte de masse qui avance. Et alors, quand on s'éloigne, ça fait noir, c'est une sorte de gros insecte. En voilà d'autres. C'est bien des navires gris, hein. Quand on s'approche, on voit bien que c'est une ligne blanche et une ligne noire à l'intérieur. Et alors ici, ben, pour le plaisir, je les fais se rencontrer. Vous voyez, ils vont se rencontrer là. Et alors évidemment, ça va être la catastrophe. Ils ne résistent pas. Donc ils brûlent aussi, et puis ça fait le truc habituel. Alors, j'en montre encore quelques autres. Voilà, une famille, donc ça fait des insectes. Alors là, il y en a qui vont se rencontrer, puis il y en a qui vont s'échapper, hein, si je me souviens bien. Voilà, toc. Alors ceux qui rencontrent la traînée, là, ils brûlent, mais il y en a qui arrivent à s'échapper. On va regarder. Et puis, celui qui est en haut, là, lui, c'est un navire un peu spécial. Il laisse une trace derrière lui. Hein. Ah. Vous voyez, on va s'approcher. Donc il laisse une trace derrière lui. Ah, bon. Chose encore plus extraordinaire, et quand j'ai vu ça, j'en croyais pas mes yeux, c'est cette configuration-là. Donc voilà, donc on imagine qu'on a pavé tout l'espace avec des lignes blanches et des lignes noires. Donc c'est sable. Et puis il y a quelqu'un qui a réussi à trouver une sorte de petit dessin à l'intérieur, une sorte de trou en fait. Et ce trou, il a dû chercher longtemps pour trouver ça, il avance. C'est un navire négatif. Alors, comme je n'ai pas pavé l'espace tout entier avec des lignes blanches et des lignes noires, le navire négatif, il va cogner la dentelle qui est en haut. Et alors, quand des navires, je dirais, standards se cognent, ils se détruisent simplement l'un l'autre. Mais quand un navire comme ça rencontre un obstacle dans l'espace, ou quand il rencontre le bord ici, ce qui se passe, ce n'est pas simplement sa propre destruction, c'est que ça détruit tout l'espace. Tout l'espace se détruit. Donc c'est des navires qui sont non seulement instables, dès qu'on les modifie un peu, dès qu'ils se rencontrent entre eux, ils se détruisent, mais s'ils sont effectivement dans un espace rempli, eh bien, ils détruisent tout l'espace. En voilà une collection. Et puis, voilà un petit problème. Celui-là, je l'aime bien. Personne ne trouve jamais. Hein. Donc voilà, j'ai pris un navire gris, donc ça a une sorte de papillon, et puis j'ai mis un trou mobile sur l'aile. Alors ils avancent, mais malheureusement, ils n'avancent pas à la même vitesse. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une configuration qui serait... Ça serait joli de faire ça, mais on ne peut pas faire une configuration où le navire gris avance à la même vitesse que le trou, parce qu'on ne connaît pas de trou qui avance à la même vitesse que les navires gris. On ne connaît pas assez de choses encore. Et alors, ce qui va se passer, ben, ça va être dramatique. À un moment donné, il va cogner... il va sortir de la zone bien régulière des bandes blanches et des bandes noires. À ce moment-là, ça va tout détruire, évidemment. Bon, il n'y a pas de surprise là-dessus. À partir du moment où ils n'étaient pas bien synchronisés, ils n'avançaient pas à la même vitesse, tout se détruisait. Alors, maintenant, une chose encore plus sérieuse. Dès le début, Conway s'est posé une question. Est-ce qu'il existe des configurations dont le nombre de cellules augmente indéfiniment? Toutes les configurations que je vous ai montrées, si on les fait fonctionner un certain temps, ça finit par se calmer. Il y a des glisseurs qui s'échappent, d'accord? Mais un glisseur, c'est 5 cellules et c'est toujours 5 cellules. Donc toutes les configurations que j'ai montrées jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait d'exception, elles ont comme propriété qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus de nouvelles cellules. On arrive peut-être à 10 000 cellules, mais ça reste 10 000, ça n'augmente plus. Ça oscille éventuellement s'il y a des oscillateurs, mais ça n'augmente plus. Et il s'est posé la question, est-ce qu'il existe une configuration dont le nombre de cellules tend vers l'infini au fur et à mesure du temps? Et alors, il avait même offert, je crois, 5 $ à celui qui lui proposerait. C'était pas très généreux, mais quand on est chercheur, on n'est pas très riche, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait proposé que ça. Alors, donc voilà, la solution.
C'est une configuration qui fonctionne et qui, en 30 étapes, engendre un glisseur. Et toutes les 30 étapes, elle engendre un glisseur. Ça va trop vite, là. Et comme ça engendre un glisseur toutes les 30 étapes, ben évidemment, le nombre de cellules noires de la configuration, il tend vers l'infini. D'accord? Alors, ça s'appelle le lance-glisseur ou le Gosper Gun. C'est M. William Gosper qui a inventé ça. Gun, c'est comme un pistolet. Et alors, les glisseurs, les lance-glisseurs, ils jouent un rôle très important dans la suite de ce que je vais raconter. Et donc, il faut les étudier, il faut étudier leur interaction. Et alors, on va commencer par un petit problème. Voilà. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il y a deux lance-glisseurs qui ont été positionnés et qui vont créer chacun des flux de glisseurs. J'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si tout va bien, donc il y en a qui le disent là, j'entends, les glisseurs vont s'annihiler. Alors là, c'est un peu plus compliqué, hein. Je ne sais pas si vous voyez le détail. Les glisseurs créent une configuration stable qui après est détruite, mais au bout du compte, tout se passe bien. Alors, sensibilité aux conditions initiales, c'est comme ça que ça s'appelle. Si je déplace un tout petit peu les lance-glisseurs, donc je refais le même genre de configuration, ben vous allez voir, il va se passer quelque chose de tout à fait différent. Il se passe quelque chose d'un petit peu confus, là, à l'intersection des glisseurs. Il y a des glisseurs qui ont réussi à passer. Et puis, ben, ça crée une confusion. Et cette confusion, malheureusement, elle va avoir un effet néfaste sur les lance-glisseurs. C'est des sortes de cellules vivantes, hein, les lance-glisseurs. Au bout d'un certain temps, ça va les détruire. Alors, examinez bien. Peut-être falloir que je le fasse aller plus vite. Alors, il faut être attentif, hein. Ça y est, la confusion créée par les lance-glisseurs finit à un moment donné par remonter vers les lance-glisseurs qui se détruisent. Alors il y a toutes sortes de lance-glisseurs et je vais vous en montrer des qui sont intéressants. Celui-ci, c'est un lance-navire. Donc ça lance non pas des glisseurs mais des navires. Voilà. Celui-ci, il est intéressant parce qu'en fait, il montre qu'avec très peu de choses, bon, ça va trop vite, il crée une séquence. Alors elle est intéressante parce que c'est une séquence qui est compliquée. Vous voyez, de temps en temps, il faut imaginer, il faut que je fasse aller plus lentement. Vous voyez, il y a des navires qui avancent, qui sont créés par ce lance-glisseur un peu spécial, et puis de temps en temps, il y a un trou. Et effectivement, c'est quelque chose ce qu'on appelle une suite pseudo-aléatoire. Si on remplace la position des glisseurs par un 1 et l'absence de glisseurs par un 0, la suite qui est créée, c'est une suite pseudo-aléatoire. Et elle est pseudo-aléatoire, elle a une très grande période. Je me souviens plus, c'est plusieurs milliers. Il faut faire défiler plusieurs milliers de bateaux pour retomber sur quelque chose qui soit la même configuration de 0 et de 1. Et on en connaît qui ont des périodes qui sont encore plus longues que ça. Il y a un problème intéressant qui donne lieu à une jolie configuration, c'est celle-ci. C'est une vraie usine, cette configuration. C'est le problème suivant. On veut créer des glisseurs, donc on veut créer un lance-glisseur, mais on veut que le flux de glisseurs créés soit le plus dense possible. Alors, quand on met des glisseurs les uns derrière les autres, si on les met trop proches les uns des autres, ils se détruisent. Et en étudiant la chose, on s'aperçoit qu'on peut pas envisager de créer un lance-glisseur qui soit plus rapide que création d'un glisseur toutes les 14 générations. Et ça donne ça. Celui que j'ai montré en premier, là, le lance-glisseur de Gosper, il crée un glisseur toutes les 30 générations, j'ai dit. Celui-ci, il en crée toutes les 14. Alors, ça va trop vite. Alors, j'explique un tout petit peu comment il fonctionne, mais c'est une véritable usine, hein. Alors, quand on regarde ce qui se passe, d'abord, il y a, dans la partie haute de cette usine, il y a des glisseurs qui sont créés et qui sont séparés toutes les 28 générations. Celui de 28 et ça. Et puis il y a des trous qui sont laissés. Et pour obtenir en sortie le flux dense de glisseurs, ben, il faut réussir à insérer des glisseurs au bon endroit. Et alors c'est fait, regardez bien ce qui va se passer ici. Là, il y a deux navires qui ont été créés par les configurations sur le côté là, et au-dessus. Il y a deux navires horizontaux qui vont se rencontrer,
Regardez, c'est en train de se passer ici. Et au moment où ils se rencontrent, ils créent un glisseur qui s'insère au bon endroit. D'accord? Et puis, il y a ce phénomène d'insertion qui est produit plusieurs fois. Et du coup, ça fait un lance-glisseur très dense. Et ça fait une jolie chose. Et alors, on peut encore illustrer l'idée que le jeu de la vie, ça simule un petit peu la vie, en déstabilisant cette configuration. Donc je vais lui mettre un cancer. Alors, attendez que je me retrouve. Voilà, je prends le crayon, je crée... Il faut que je m'approche. Je mets un petit peu n'importe quoi, je le rends malade. Voilà, donc j'ai créé des cellules et je le fais fonctionner. Et alors, si je l'ai bien rendu malade, voilà, ça y est, on voit qu'il est malade parce que la partie haute, elle ne fonctionne plus, le cancer s'est un peu étendu, et du coup, d'ailleurs, dans le flux de glisseurs qui est créé, il y a des trous, parce que ben, justement, cette partie-là, elle ne marche plus. Et puis la maladie s'étend, ça va, je l'ai bien rendu malade, et au bout d'un certain temps, le flux de glisseurs est complètement interrompu. Bon, c'est juste pour s'amuser. Alors, encore plus sérieux, cette configuration-là, la première fois que je l'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. Elle a dû être trouvée, je ne sais pas vous dire, mais au bout d'une dizaine d'années de recherche. Donc c'est quand même une vieille configuration. Donc ce sont des glisseurs, il y en a 8. Et regardez ce qui se passe. Donc ils vont interagir les uns avec les autres, donc ils pourraient se détruire, ça c'est une possibilité. Mais ils créent le lance-glisseur. Donc avec des glisseurs, en se débrouillant bien, on peut créer des lance-glisseurs. C'est quand même joli. Et alors ça va servir à quelque chose, ça va servir à résoudre un autre problème, c'est celui-ci, une autre configuration un petit peu usine. Je parle encore au moins de 10 minutes, hein, je veux arriver à mon histoire de nombre premier, mais je veux montrer ça parce que ça vaut le coup. Alors, il y a une question très naturelle qui se pose pour les mathématiciens, c'est, voilà, le lance-glisseur, il crée des nouveaux glisseurs. Mais il en crée un toutes les 30 générations. Donc, en gros, il crée 5 nouvelles cellules toutes les 30 générations. Ça fait, en gros, une cellule toutes les 6 générations qui est créée. Donc, il a un taux de croissance qui est linéaire, c'est une droite. Si on compte le nombre de cellules et qu'on dessine le nombre de cellules en fonction du nombre de générations, c'est une droite. Donc, c'est ce qu'on appelle une croissance linéaire. On peut se dire, peut-être qu'on pourrait faire mieux, parce que d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand on voit fonctionner le lance-glisseur, la croissance elle n'est pas très rapide. Il y a effectivement de plus en plus de cellules, mais ce n'est pas très rapide. Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir une croissance plus rapide? Par exemple, une croissance comme une parabole. Quelque chose qui soit... Donc on parle d'une croissance quadratique qui va... Le nombre de cellules vivantes va augmenter comme t au carré, où t est le numéro de la génération. Alors ça, c'est une question fondamentale pour un mathématicien qui s'intéresse à ce genre de choses. Est-ce qu'on peut créer une configuration qui est une croissance quadratique? Et alors la réponse, elle a été apportée par cette configuration-là, qui va utiliser la synthèse du lance-glisseur. Alors je la fais fonctionner. Donc, je commente un petit peu, il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc, à l'avant de cette configuration, il y a des navires qui avancent, enfin qui vont vers la droite, et qui créent, en même temps qu'ils avancent, qui créent des glisseurs, on en voit ici, qui interagissent entre eux. Et en interagissant entre eux, et puis ils laissent aussi une sorte de petite saleté derrière eux, ces machins-là. Et ensuite, les glisseurs qui sont créés interagissent, et un peu comme dans une usine à la chaîne, ça crée ce dessin-là. Un peu plus loin, ça crée... Regardez, on va le voir se faire ici. Voilà, ça crée le même dessin avec un petit rond au milieu. Un peu plus loin, à cause de glisseurs qui arrivent, ça crée le même dessin avec 2 petits ronds au milieu. Un petit peu plus loin, à cause d'autres glisseurs qui sont lancés, donc c'est le travail de synthèse qui est fait par cette usine, hein, c'est une usine à la chaîne, ça finit par créer, donc on voit la dernière étape de création, ça va se produire ici, regardez bien. Donc on a quelque chose qui est immobile, mais les 2 derniers glisseurs qui arrivent, ils soufflent en quelque sorte la vie à cette petite configuration qui est là, et elle devient un lance-glisseur.
Et donc, le nombre de lance-glisseurs qui est créé augmente, et si on réfléchit un peu, il augmente linéairement en fonction du temps, c'est-à-dire régulièrement, je ne sais pas, c'est toutes les 100 générations à peu près, il y a un nouveau lance-glisseur qui est créé, et du coup, le nombre de glisseurs qui est créé, lui, il augmente comme le carré du temps. C'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui sont au collège, mais ça répond bien à la question. Et d'ailleurs, on voit bien que le nombre de cellules vivantes augmente rapidement, c'est qu'il y a une zone noire qui apparaît quand on fait fonctionner très vite. Il y a quelque chose qui se remplit comme une surface dans la configuration. Il y a une croissance quadratique. Alors ça, c'est la première configuration à croissance quadratique qu'on ait trouvée. Aujourd'hui, on en a trouvé d'autres. Et en particulier, on a trouvé celle-ci qui est quand même vraiment très jolie. Alors, il a fallu une vingtaine d'années pour la trouver, et qui est incroyablement simple par rapport à la précédente. Alors, regardez-la bien. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Voilà, ça s'appelle le recouvreur du plan. Il y a 4 navires qui s'échappent dans les 4 directions nord, sud, est, ouest. On va s'approcher de l'un d'eux. Et puis qui laissent derrière eux à la fois une dentelle et puis les fameuses lignes blanches et lignes noires. Et le tout bien stabilisé. Donc, ça s'accroît petit à petit. Alors c'est assez merveilleux d'avoir trouvé ça. Autre chose extraordinaire, et après je vais arriver au nombre premier, parce que sinon je ne vais jamais en parler, mais je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, c'est cette configuration-là. Alors, c'est une configuration qui écrit. Et en fait, on peut la modifier pour lui faire écrire tout ce qu'on veut. Donc ça lance des glisseurs, des navires en fait horizontaux, et ces navires horizontaux, ils écrivent quelque chose, ils écrivent le nom Gouli, c'est le nom du logiciel dont je vous parle, mais on peut très bien, il faut bien comprendre comment ça marche, c'est tout un exercice. Et il y a quelqu'un à qui j'avais parlé de ça, qui, pour me faire plaisir, a modifié, et il écrit mon nom. Mais je ne vous montre pas parce que je suis trop modeste. Alors, allez, si, puisque vous insistez. C'est pas moi qui l'ai fait. Il faut un peu de temps pour faire ça. Voilà. Alors maintenant, la configuration la plus sérieuse. Celle qui calcule les nombres premiers. Alors, là, il faut que je fasse une petite parenthèse. J'ai sauté un certain nombre de choses. Il faut que je parle des nombres premiers. Ceux qui sont au collège ne savent peut-être pas avec une grande précision ce que c'est, donc je rappelle très rapidement. Les nombres entiers, il y en a de 2 sortes. Il y a les nombres entiers qu'on peut casser en plusieurs facteurs, comme par exemple 6, c'est 2 fois 3. C'est les résultats d'une table de multiplication non triviale. Par exemple, il y a 25 aussi, c'est 5 fois 5. Ça, ce sont ce qu'on appelle les nombres composés. Et puis, il y a des nombres qu'on ne peut pas casser comme ça. Par exemple, 7, vous ne pouvez pas l'écrire 2 fois quelque chose ou 3 fois quelque chose. 7, c'est 1 fois 7 ou 7 fois 1, puis c'est rien d'autre. Donc on appelle ça les nombres premiers. Alors les nombres premiers, j'en énumère un certain nombre. Ceux qui connaissent les nombres premiers, ils savent ça depuis longtemps. 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. 5, c'est un nombre premier. 7, c'est un nombre premier. Ensuite, si on en cherche, on arrive à 11, 13, 17, 19, 23, etc. etc. Ça continue. On démontre qu'il y en a une infinité. Et puis on est intéressé par le calcul des nombres premiers. Aujourd'hui, les nombres premiers interviennent beaucoup dans un domaine qui est très important pour le développement de l'informatique, c'est la cryptographie. Et en particulier, quand vous utilisez une carte bancaire, vous utilisez sans le savoir des nombres premiers. Alors, ce n'est pas de ce dont je veux parler. Je veux parler d'une façon inventée il y a 2000 ans de calculer les nombres premiers, ça s'appelle le crible d'Ératosthène. Alors, et la configuration que je vais vous montrer après, elle va faire le crible d'Ératosthène. Alors, le crible d'Ératosthène, son principe, il est simple, il y a certains d'entre vous qui le connaissent, c'est on écrit tous les entiers. Là, je m'intéresse qu'aux entiers jusqu'à 27. Mais si on veut, on peut aller jusqu'à 1000. Et puis ensuite, on barre tous ceux qui sont... Alors, on commence à 2, simplement. 1 et 0, ça ne compte pas, c'est ni des nombres premiers, ni des nombres composés. Donc, on commence à 2 et on barre tous les multiples de 2. Donc, on barre 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. etc. Ensuite, on regarde celui qui reste. Après le 2, ça y est. Ça sera un nombre premier, ça sera le nombre premier 3. Mais évidemment, tous les multiples de 3, 2 fois 3, 3 fois 3, etc., il faut aussi les enlever, parce que ça ne peut pas être des nombres premiers. Donc on barre tous les multiples de 3. 6, il a déjà été enlevé.
9, par contre, il n'avait pas été enlevé, il était resté ici. Donc on le barre. 12, il avait déjà été enlevé. 15, lui, il n'avait pas été enlevé, donc on le barre. 18, il était déjà parti. 21, il était resté, on le barre, etc. Bien, on a enlevé tous les multiples de 3. On dit qu'on a criblé par les multiples de 3. Alors, par 3. On regarde ensuite ce qui reste. Donc il reste le 2, le 3, le 4, il était enlevé, il reste le 5. On enlève tous les multiples de 5. En fait, il n'en reste qu'un seul. C'était 25 qui était ici. Et puis, bon, je ne vous fais pas le raisonnement, mais on démontre que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si on s'intéresse qu'au nombre premier jusqu'à 27, dès qu'on a enlevé les multiples de 5, ce qui reste, c'est bon. Et alors, ce que vous allez voir, c'est une configuration qui va calculer le nombre premier. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais vous allez le voir mieux, en créant des petits navires, on les voit ici, qui vont être positionnés exactement là où il y a des nombres premiers. Alors, je fais fonctionner pour qu'on voit bien. Et après, je vais expliquer comment ça marche. Alors, je l'arrête. Et ici, les navires qui ont été créés, donc je me suis approché pour voir, eh bien, en fait, ce sont des navires correspondant au nombre premier. On les repère en examinant les écartements qu'il y a entre ces nombres. Donc, un écartement standard, c'est ça, c'est l'écartement entre 2 et 3. Donc ça représente le nombre premier 2. Ça représente le nombre premier 3. Alors, à l'emplacement de 4, il n'y a rien. Ça a été détruit, justement, vous allez voir comment, parce que ce n'est pas un nombre premier. Ensuite, on a l'emplacement de 5, c'est le nombre premier 5. 6, il a été détruit. 7, il est resté. 8, 9, 10, ils ont été détruits. 11 est resté. 12 a été détruit. 13 est resté. 14, 15, 16 ont été détruits. 17 est resté. 18 a été détruit. 19 est resté, etc. C'est 23. Et puis ça continue. Et puis, je vous le fais fonctionner. Avec cette configuration, on peut calculer des milliers. J'ai calculé les nombres premiers jusqu'à 10 000. Et on doit pouvoir aller plus loin, mais je n'ai pas eu la patience. Et il n'y a pas d'erreur. Et ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, j'irai jusqu'à 10 000 et ensuite ça ne fonctionne plus. Non. Si on continue à laisser fonctionner cette configuration en admettant qu'on ait une machine assez puissante, ça calculera les nombres premiers indéfiniment et ça continuera à énumérer les nombres premiers. Alors, comment ça marche? Eh bien, ça marche selon le principe du crible d'Ératosthène. Alors, je reprends la configuration dans son état de départ. Voilà. Donc, au départ, il y a ce truc-là, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Quand on le fait avancer un petit peu, on voit qu'il y a un gros morceau qui s'en va vers la droite et un gros morceau qui s'en va vers le haut. Et puis, le morceau qui s'en va vers la droite, il fait deux opérations. Il crée les entiers ici. On les voit, ce sont les navires. Ce sont tous les candidats à être des nombres premiers. Et il y en a certains qui vont passer les filtres. Quand on va enlever les multiples de 3, ils vont passer, parce qu'ils ne sont pas multiples de 3. Quand on va enlever les multiples de 5, ils vont passer, etc. Et puis, il y en a qui vont être éliminés, tous ceux qui sont des nombres composés. Alors, qu'est-ce que c'est que les filtres? Alors, la partie qui s'en va vers le haut, elle crée la seconde partie des filtres. Et je vous montre ce que sont les filtres. Je ne vais peut-être pas détailler très en détail, ça commence. Je vois que vous êtes un peu fatigué. Mais un filtre, c'est ça. Un filtre, c'est deux morceaux comme ça. Et en fait, le filtre, au sens strict, c'est un lance-glisseur qui lance un glisseur avec une certaine périodicité qui correspond, par exemple, si ça c'est le filtre des multiples de 3, ça va correspondre à un glisseur qui va sortir, qu'on voit sortir périodiquement, exactement au moment où il faut pour enlever tous les multiples de 3. D'accord? Alors, je vais montrer un groupement de deux filtres. Et puis, le filtre des multiples de 2 et le filtre des multiples de 3, qui sont tous les deux mis ici. Donc, le filtre des multiples de 2 et le filtre des multiples de 3, ils s'enchevêtrent un petit peu. Mais en fait, là, il y a deux filtres. Il y en a un qui va lancer des navires pour enlever tous les nombres pairs, et l'autre qui... non, c'est tous les multiples de 3 et 5, excusez-moi. Il y en a un qui va lancer des navires, des glisseurs, pour tuer tous les navires qui correspondent à des multiples de 3, et l'autre qui va lancer des glisseurs pour tuer tous les navires qui sont des multiples de 5. Alors regardez bien, on va voir que ça fonctionne bien, il ne faut pas que ça aille trop vite. Alors là, c'est le nombre 1 qui arrive. Le nombre 1, il passe. Le nombre 2, il passe aussi parce qu'il est ni multiple de 3, ni multiple de 5. Ça, c'est le nombre 3. Regardez-le bien, il va se faire détruire. Ça y est, il est détruit. Ça, c'est 4, il passe.
5, regardez, il se fait détruire par le filtre des multiples de 5. 6, il va se faire détruire par le filtre des multiples de 3. 7, il va passer. Donc 7, il est en train de passer. C'est bon. 8, il passe. C'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 5. 9, il va se faire détruire par le filtre des multiples de 3. Toc, ça y est. 10, par les multiples de 5, etc. etc. D'accord? Et le principe, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de cette configuration, c'est que, en même temps qu'elle évolue, elle crée des filtres de plus en plus nombreux pour tous les entiers. Alors, c'était un peu inutile, parce que créer un filtre pour les multiples de 4, c'est inutile si on a créé un filtre pour les multiples de 2. Mais c'est comme ça, même si ça fait des choses inutiles, ça détruit bien tout ce qu'il faut, et donc ça détruit bien tous les nombres qui sont des multiples, enfin des nombres composés. Je vais juste conclure quand même, parce que je voudrais insister sur le fait que le jeu de la vie et les automates cellulaires, ça a une certaine utilité. Ici, c'est surtout arriver à une sorte d'exploit. Faire une configuration qui crée les nombres premiers, c'est une sorte d'exploit. Faire une configuration qui calcule le nombre pi, c'est encore un exploit plus difficile, je ne vous l'ai pas montré, mais il a été fait. Faire une configuration qui simule une machine de Turing, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est une sorte d'ordinateur, ça a été fait. Bon, donc il y a une sorte d'exploit, mais d'une manière générale, les automates cellulaires, c'est quelque chose qui est utile parce que justement, ça permet de simuler des choses complexes avec des composants très simples. Donc on utilise les automates cellulaires pour simuler des gaz, des circuits électroniques, pour démontrer l'autoréplication, c'est le travail de von Neumann dont je vous parlais au début, pour simuler une foule, un incendie. Et puis en fait, ça a aussi une utilité mathématique un peu plus abstraite. Ça sert à comprendre ce que c'est qu'un calcul. Et parfois même, on peut dire que ça a une utilité philosophique, ça sert à savoir, à comprendre ce que c'est qu'un individu ou un être dans un espace physique comme celui du jeu de la vie ou celui du monde réel. Ça sert aussi à comprendre peut-être un peu mieux ce que c'est que l'autonomie, et puis d'autres questions, ce que c'est que l'émergence, etc. Et c'est un domaine des mathématiques, le domaine des automates cellulaires, qui est lié à l'informatique, mais ce sont des mathématiques, et on y démontre des théorèmes. On y rencontre aussi des énoncés qu'on ne sait pas démontrer, et je vous en ai cité un certain nombre. Ce sont des mathématiques qu'on appelle des mathématiques discrètes, et qui sont au moins aussi intéressantes, sinon plus, que les mathématiques du continu. Et je m'arrête là. Je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait des questions, mais moi je suis prêt à répondre à des questions. Oui, je crois qu'il marche. Lorsque Conway a créé son jeu, on n'utilisait pas couramment d'ordinateur. Est-ce qu'il imaginait le développement que ça allait donner? Alors, d'abord, il y a plusieurs questions qui sont liées à celle-là. Quand il l'a créé, il a vu qu'il y avait le glisseur. Et il s'est dit c'est intéressant. Il a vu que c'était pas trop évident de démontrer qu'il pouvait y avoir des configurations qui avaient une croissance infinie. Et d'abord, il ne savait pas le démontrer au début. Et puis, il a vu non plus que ce n'était pas trop trivial, que ça ne s'écrasait pas tout de suite. Donc, il a considéré ça comme intéressant. Mais il y a d'autres règles du jeu qu'on pourrait prendre qui seraient aussi intéressantes. Il se trouve que le jeu de la vie, à cause de l'intérêt qu'il a suscité et puis qui a fait boule de neige, c'est celui qui a été de très loin le plus étudié. Mais il y en a d'autres qui seraient aussi intéressants. Conway a vraiment eu une très bonne intuition quand il l'a créé. Et effectivement, il n'a pas utilisé l'ordinateur au moment où il l'a créé, mais très rapidement, les ordinateurs qui étaient disponibles, même s'ils étaient a priori destinés à faire d'autres choses, ont été utilisés à faire des simulations du jeu de la vie. Et à un moment donné, je crois que dans certains laboratoires, on interdisait aux chercheurs de faire des simulations du jeu de la vie parce que ça consommait toutes les ressources en calcul. À l'époque où il y avait peu de ressources en calcul. Mais il a eu vraiment une très bonne intuition puisque
Le jeu de la vie, il a une propriété que je n'ai pas énoncée explicitement, mais, et qui correspond aussi au résultat d'une démonstration mathématique. Il est computationnellement universel. Alors c'est un mot affreux, hein, mais ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que tout ce calcul qu'on peut simuler, qu'on peut réaliser sur un ordinateur, on peut le simuler avec le jeu de la vie. Et donc le fait qu'on puisse calculer le nombre premier, ce n'est pas une surprise. Ça résulte de ce théorème. Le fait qu'on puisse calculer les décimales de pi, ce n'est pas une surprise, ça résulte de ce théorème. Mais si vous pensez à un autre calcul que vous savez faire avec un ordinateur classique, eh bien, il existe une configuration qui le fait. Elle risque d'être compliquée à définir, mais il existe une configuration qui le fait. C'est des configurations suffisamment grandes peuvent faire n'importe quel calcul qu'on demande à un ordinateur de faire.